Bonjour à tous et bienvenue à la section sur l'allocation mémoire du module de programmation système en C. Alors, on va voir d'abord comment on peut allouer ou libérer la mémoire, qui sont des opérations qui sont en C manuelles. Contrairement à Python ou d'autres langages plus dynamiques, où est-ce que là, c'est le système lui-même qui va vous l'allouer pour vous lorsque vous en avez besoin, en C, tout ça doit être manuel. Il y a deux façons d'allouer de la mémoire. La première, c'est d'allouer de la mémoire statiquement. C'est ce qu'on fait, par exemple, lorsqu'on crée un tableau de taille prédéfinie, ici. Mais le défaut de ça, ça peut être très pratique pour certaines choses, quand vous connaissez la taille que vous voulez, mais la taille doit être connue à la compilation. Donc, c'est pas à l'exécution, c'est à la compilation. Donc, par exemple, si vous voulez lire un fichier ou recevoir des données, c'est pas l'idéal si la taille peut varier. Ça peut être utile donc, mais seulement si vous le savez déjà. La plupart du temps, lorsqu'on travaille avec des données de taille inconnue à la compilation, on va faire ce qu'on appelle de l'allocation dynamique. Et cette allocation-là se fait avec trois fonctions possibles, donc malloc, calloc et realloc, on va tout parler de celle-là, et leur libération se fait avec une fonction qui s'appelle free. Je dis tout de suite en parenthèse qu'il y a techniquement une manière de créer ce qu'on appelle des arrays dynamiques en C, mais en programmation système, c'est une très mauvaise idée d'utiliser ça. Vous risquez vraiment de plus vous créer de problèmes que vous en réglez. Donc, ne le faites pas, c'est pas standard et c'est pas quelque chose que vous devriez apprendre en général pour la programmation système. Donc, si vous voyez des fois des chart data qui contiennent une variable définie à l'exécution, c'est pas que c'est impossible en fait, mais c'est très récent et c'est pas forcément quelque chose que vous voulez faire. En tout cas, vous voulez pas commencer avec ça. Voyons donc plutôt comment le faire de manière classique en C avec ces fonctions-là. Alors, la fonction malloc, elle est finalement très simple. Elle s'attend à recevoir une taille en octets, donc vraiment des octets, et elle retourne un pointeur vers un espace mémoire qui peut contenir cette taille-là. Si ça échoue, parce que vous avez demandé trop de mémoire par exemple, ou un autre problème dans le système, en général c'est vous et plus que le système qui est en problème, elle va retourner nul, qui est un pointeur nul finalement, qui évalue à 0 la plupart du temps, lorsque l'allocation échoue. Malloc ne s'intéresse pas au type que vous lui passez. Elle alloue simplement une taille en octets comme vous avez demandé. C'est à vous de calculer la taille en octets selon le type de ce que vous voulez y mettre. Et donc, je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, je disais quand on a un pointeur, on ne fait pas fois size of ou fois la taille du type. Mais avec malloc, spécifiquement ici, il faut le faire. Donc, par exemple, je crée un pointeur de type char et j'utilise malloc pour allouer 50 éléments. Ici, je n'ai pas forcément à faire un fois parce que c'est implicite, le type char est toujours de taille 1, mais c'est un cas particulier. De manière générale, je vous conseille de toujours mettre fois size of le type que vous mettez là. Par exemple ici, je veux un pointeur sur des entiers qui va contenir 50 entiers. Ben, je demande à malloc de me faire 50 entiers fois la taille d'un entier. Et lui va retourner un pointeur qui maintenant est valide pour contenir jusqu'à 50 entiers. On n'est pas obligé d'utiliser au complet, mais il ne peut pas contenir 51 entiers, par exemple. Et donc, ça c'est important. Le calcul, malloc qui s'en fiche, il fait simplement vous retourner la taille que vous lui demandez en octets. Un truc qui est important, l'espace mémoire qui est alloué par malloc n'est pas initialisé. La plupart du temps, mettons que, encore une fois, dans un langage plus haut niveau, vous créez une liste, vous créez un tableau, vous créez une matrice, ben, il va être initialisé à 0. Ben, dans ce cas-ci, malloc ne vous retourne pas un espace initialisé. Ça se peut que ce soit des zéros, mais ça se peut aussi que ce soit n'importe quoi. Dans certains cas, c'est pas grave. Si vous allez copier tout de suite des données dedans, ben, c'est pas forcément grave. Mais si vous voulez, vous l'initialisez en utilisant la fonction qu'on appelle memset. Memset qui prend un pointeur, la valeur que vous voulez mettre dedans et le nombre d'octets finalement où vous voulez l'écrire. Par exemple ici, on a 50 octets. Je repense ce pointeur-là, je vais mettre 0 sur 50 octets et ça marche. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ne vous attendez pas à ce qu'une fois que c'est alloué, ça soit forcément à 0 parce que ce n'est pas le cas. Calloc, maintenant, est une fonction qui est un petit peu plus évoluée. Puis quand je dis plus évoluée, c'est plus évolué au sens du C. Là, on s'entend que c'est pas de la grosse magie non plus, mais c'est un peu plus évolué. En particulier, elle garantit une initialisation à 0 de tout ce qu'elle renvoie, ce qui peut être pratique dans certains cas. Et elle requiert deux arguments au lieu d'un, qui sont le nombre d'éléments alloués et la taille de chaque élément. Donc, par exemple, ici, je vais faire exactement la même chose que dans la dernière diapositive. Donc, je crée mon pointeur qui va être calloc. Je veux 50 éléments de cette taille-là. Même chose pour l'entier. Au niveau du pointeur, une fois que vous avez exécuté ça, ça revient exactement au même, sauf pour l'initialisation à 0. Mais personnellement, je préfère cette fonction-là que malloc parce qu'elle vous donne moins de chances de vous tromper puisque vous êtes obligé d'explicitement mettre la taille de ce que vous voulez initialiser.
La raison pour laquelle malloc existe quand même, c'est que techniquement, malloc peut être plus rapide parce que calloc initialise la mémoire et donc, en gros, il va faire le même set qu'on a vu à la dernière diapositive alors que malloc ne le fera pas. Toutefois, pour ceux qui sont intéressés par ça, les systèmes modernes, Linux, Windows, etc., ont des trucs qui le rendent presque aussi rapide. Donc, des copy on write, finalement, où vous allouez une page de zéro qui est remplie, qui va seulement être remplacée lorsque vous allez écrire dedans. Tous des trucs, finalement, que vous n'avez pas forcément besoin de connaître, mais qui font que maintenant, la différence entre calloc et malloc est rendue plutôt mineure. Donc, la recommandation que je vous fais, pour éviter les pièges que d'autres étudiants ont rencontrés en oubliant de multiplier la taille dans malloc, c'est d'utiliser calloc toujours, à moins que la vitesse soit réellement cruciale. Donc, si vous êtes vraiment dans cette allocation-là, chaque microseconde compte, je vais être vraiment le plus rapide possible. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser malloc, mais assurez-vous, un, que vous n'avez pas besoin que toute la mémoire soit initialisée à zéro, et deux, que vous lui passez la bonne taille. Sinon, en utilisant calloc, ça ne fait pas de magie non plus, vous pouvez vous tromper pareil, mais vous avez moins de chances de vous tromper qu'avec malloc. Et la troisième fonction est un peu particulière, c'est la fonction realloc, qui, elle, en fait, permet d'agrandir un espace existant. Donc, elle prend en argument une taille, comme les autres, mais elle prend aussi un pointeur qui doit déjà être valide. Par exemple, j'ai alloué 50 éléments de type car, qui sont tous initialisés à 0 parce que c'est calloc. J'en modifie un de manière arbitraire, on peut mettre 42 dedans. OK? Et là, pour différentes raisons, je me dis, savez-vous quoi? Je préférerais avoir 100 éléments de type car au lieu de 50. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est de prendre le même pointeur, de redonner ce pointeur-là, qui là est valide ici, et dire, je veux 100 éléments de type car. Et là, l'avantage, c'est que maintenant, il peut contenir 100 éléments, mais en plus, l'élément 49, ici, finalement, là, que j'ai ajouté, contient toujours la valeur que j'ai assignée plus haut. Donc, tout ce qu'il a fait, c'est l'étendre. Il n'a pas réalloué le reste, il a juste étendu ce que j'avais. Donc, tout ce que j'avais mis dans les 50 premiers cars est encore là. Tout ce que j'ai maintenant, c'est que maintenant, j'en ai plus, finalement. Okay? Donc, ça peut être quand même très pratique dans certains cas pour pouvoir tout réallouer et tout copier. À la place, vous faites un realloc à ce niveau-là. Donc, à quoi ça sert? Ça peut être utile dans plusieurs choses. Si vous avez déjà fait une implémentation manuelle, par exemple, d'un vecteur, dont vous ne connaissez pas la taille au début, ça peut être très pratique. Vous initialisez le vecteur et au fur et à mesure que quelqu'un append des données, donc ajoute des données au vecteur, vous faites des reallocs pour ne pas avoir tout copié à chaque fois. Donc ça, c'est un exemple qu'on n'utilisera pas vraiment dans le cours, mais qui est très utilisé dans la librairie standard. Mais dans le cours, une raison pour laquelle ça va pouvoir vous être très utile, c'est que lorsque vous devez d'abord lire un certain nombre fixe de valeurs qui vont vous dire le nombre de valeurs variables qui suivent. Par exemple, souvent, lorsqu'on communique entre deux processus sur le réseau, par un fichier, peu importe, vous recevez un en-tête qui est de taille fixe. Donc, vous savez que l'en-tête va toujours avoir, et là, exemple, 32 octets. Vous lisez 32 octets, et dans cette en-tête-là, il y a un champ qui est la longueur de ce qui suit, qui, lui, peut être variable. Donc, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va louer un pointeur ici avec 32 octets, on va lire l'en-tête, on va aller voir ce qu'il y a dedans, et à partir de là, on va faire un realloc avec la taille réelle du message qui suit pour pouvoir lire le reste. Donc, encore une fois, c'est pas que vous pourriez vous ne pourriez pas le faire s'il n'y avait pas realloc, mais ça serait plus compliqué un peu. Avec ça, c'est quand même très fluide, vous gardez le même pointeur, vous avez moins vous casser la tête avec ça. Et là, on a vu 3 fonctions pour l'allouer, mais il y a une fonction qui est très importante, c'est la fonction free, qui, elle, n'alloue pas, mais désalloue des valeurs. Pourquoi? Parce que la mémoire n'est pas infinie. Et donc, vous devez libérer la mémoire lorsque vous n'en avez plus besoin. Ça aussi, c'est quelque chose que le C ne fait pas pour vous, contrairement à d'autres langages. Vous devez libérer la mémoire. Si vous ne le faites pas, vous avez ce qu'on appelle une fuite mémoire. À savoir, pour l'OS, pour le système, finalement, vous avez toujours besoin de cette zone-là, mais vous ne l'utilisez plus. Et si ça s'accumule, par exemple dans une boucle, où vous faites des mallocs à répétition sans faire de free, vous allez vous retrouver avec plein de mémoire utilisée qui ne vous sert plus et qui finit par remplir toute la mémoire disponible. C'est ça qu'on appelle une fuite mémoire. Free est très facile à utiliser et doit prendre en argument un pointeur valide qui va être libéré à partir de là. Comme le pointeur doit être valide, une erreur aussi classique, c'est de passer plus d'une fois le même pointeur à free. Par exemple, dans une boucle, et pour différentes raisons, à cause d'un jeu de conditions, des choses comme ça, vous passez 2 fois le même pointeur à free, la deuxième fois, c'est une erreur. Ça se peut que ça fasse rien, ça se peut que ça explose. Donc, faites attention de toujours passer une seule fois un pointeur, parce que le pointeur doit être valide une fois qu'il est passé à free. Donc, un exemple ici,
j'ai un pointeur, encore une fois, que j'alloue avec 50 éléments. Je libère cette mémoire-là. À partir du moment où je l'ai libéré, pointeur n'est plus valide. Il va encore contenir une adresse, mais cette adresse-là ne peut plus être utilisée. Par exemple, faire ça ici, c'est une erreur qui va, encore une fois, mener à des conséquences, parfois un crash, parfois une corruption de mémoire, parfois rien. On ne le sait pas, mais le fait est, il ne faut pas le faire parce que vous risquez toutes sortes de problèmes avec ça. Et donc, quand c'est une erreur, par exemple, que vous avez un memory leak ou une fuite de mémoire de peut-être justement 50 octets, avant que vous en aperceviez, ça peut en prendre beaucoup de temps. Mais vous allez voir que dans le laboratoire 2, vous allez lire des fichiers. Dans le laboratoire 3, vous allez jouer des vidéos, donc avoir des images carrément. Si vous oubliez de faire un free sur un de ces pointeurs-là qui contiennent beaucoup de données, vous allez très rapidement vous retrouver à une mémoire qui est pleine et qui va faire que vos allocations ne fonctionneront plus. Donc souvent, quand par exemple un CAlloc qui a marché, je ne sais pas moi, 2000 fois ne fonctionne plus, c'est pas que tout à coup le système vous disait être méchant avec vous, c'est parce que vous avez rempli sa mémoire, puis maintenant le système vous dit désolé, mais j'en ai plus de mémoire, je peux plus t'en donner. Donc une chose que j'ai pas montré ici dans ces slides-là pour limiter l'espace que ça utilise, c'est que je ne regarde pas si la valeur est valide. Normalement, tout appel à malloc, calloc, realloc, vous devriez regarder si la valeur de pointeur est à nul, 0 finalement, donc s'il évalue à false. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a eu un problème et donc on ne peut pas continuer le programme. Si vous ne le faites pas, il peut arriver encore une fois, si par malchance l'allocation ne fonctionne pas, vous allez essayer d'écrire dedans, il va se passer des choses un peu aléatoires. Donc, ça termine la portion sur l'allocation mémoire. Encore une fois, n'oubliez pas que c'est difficile l'allocation mémoire, c'est qu'il faut être rigoureux, toujours s'assurer qu'une allocation va forcément être suivie d'une désallocation, donc d'un free, au risque d'avoir une fuite de mémoire, qui encore une fois n'est pas simplement un problème que je consomme un peu plus de mémoire, c'est que ça peut finir par arriver à faire que d'autres appels à d'autres fonctions vont cracher de manière inopinée. C'est quelque chose qui peut être très compliqué à débugger à ce niveau-là. Faites bien attention de toujours faire correspondre à chaque fois que vous écrivez malloc ou calloc. Écrivez tout de suite le free, juste pour être certain que vous le faites. Après ça, vous le changerez de place si vous voulez, mais écrivez-le tout de suite pour être sûr de ne pas l'oublier. Donc, ça termine cette section-là. À la prochaine section, nous allons parler des structures de données, donc les structs en C, et voir comment on peut créer des types plus complexes que les types de base entiers, char, float, et ainsi de suite qu'on a